Salut l'équipe. Non, je délire, vas-y. Salut l'équipe. Je me souviens encore quand les Nets ont déboulé du côté de Brooklyn. Super hype, super quartier, super salle. Jay-Z et Beyoncé en courtside. Il y avait tout pour écrire une super histoire. 13 ans plus tard, même Shirley et Dino ont refusé de venir voir un game à la salle, tant le spectacle proposé est dégueulasse. Quand le rêve vire au drame, bienvenue à Cauchemar dans la Ligue. Mais comment ont-ils pu en arriver là? Les Nets, honnêtement, c'est magnifique. Ils sont derniers de la Ligue, ils ont une moyenne d'âge de même pas 24 ans, et les Gonzes ne peuvent même pas parler de reconstruction, car il n'y a personne avec qui reconstruire. T'imagines Bonnie Blue sans ces gentils figurants bénévoles? Eh ben là, c'est presque pareil. Alors oui, c'est bien joli les DA en s'inspirant de Biggie et Basquiat, qui d'ailleurs doivent se retourner dans leur tombe, mais ça fait pas gagner les matchs. Aujourd'hui, les Nets, on dirait une mauvaise idée de deux frères qui sortent d'école de co. Alors moi, Gabin, avec mon frère Barnabé, on s'est dit que Brooklyn et le basket, c'était comme une évidence. Alors du coup, allez, ferme-la, va. Oui, je suis Goumin cette semaine, mais ça annonce une très bonne émission. Salut l'équipe, on est jeudi, et le jeudi c'est le first day show. Alors je ne maîtrise pas encore l'utilisation du mot Goumin, parce que c'est plus être triste, avoir une peine de cœur qu'être fâché, mais en tout cas j'essaie de rester tendance. Tendance, eux, ils le sont tout le temps, sucré aussi. C'est mes métis soins qui sont là, Thomas et Arthur. Comment ça va les garçons? Eh ben écoute, toujours dans la tendance, on est comme Erwan, on essaie de faire les jeunes, parce qu'on est de moins en moins, et, mais on est quand même très en forme tous les deux. Donc je suis ravi d'avoir Arthur pour la première fois de la saison en plus. Mais oui, ça. c'est la rentrée de Tutur. Bah ouais, là, les gars. Comment ça va mon Tutur? Ça va super et toi? T'as failli grossir encore, hein? Un petit peu, ouais. Oh, le mec, toujours meilleur marqueur de L3 ou... Mais non, il est sorti du top 5. Aïe aïe aïe. Là, les gars, Tu ça, sais, honte. tu sais que si tu sors du top 10, on ne t'invite plus au first day show. ça me va, Bon, comme arrête, motivation. c'est pas Comme vrai. pour LeBron, c'est l'année trop en fait. C'est pas vrai. Ça va mon Tutur? Ça va, il me reste quelques années encore. Bah De oui. quoi à jouer? À jouer, ouais. 40 ans au moins. Non, t'es ouf. Ça va, il te reste 5 ans à jouer. Non, je finis ça une année après. Ah, bon. c'est vrai, je crois que c'était ta dernière année, moi. Non, Bon, quand même. j'ai hésité, mais encore un peu. Ah, putain, Il ça, a encore à donner. C'est ça les vrais sportifs. Il a encore à donner. C'est ça les vrais sportifs. Bon, il y a une très belle émission à vous proposer, évidemment. Avant ça, on va faire quelques annonces. Vous le savez, le lundi, c'est les NBA Classic Games dès 22h. Et cette semaine, on va vous proposer, enfin du moins lundi prochain, on va vous proposer Victor Wembanyama face à Joel Embiid, duel de titan, 33 points pour le Vic, 70 pour Joel Embiid qui à l'époque pouvait courir et enchaîner les matchs et surtout avait fait des cartons incroyables. On se souvient de cette période d'un Thomas où il avait enchaîné des matchs. On l'imaginait être MVP sans débat. Bon, l'histoire avait été autre, mais ce match-là, c'est un énorme match entre deux pivots exceptionnels. Ouais, déjà de la nostalgie en fait de voir Joel Embiid affronter un très jeune Victor Wembanyama. Il y a plein de choses qu'on raconte dans le match. Bah, déjà l'évolution physique des uns et des autres, les gars autour, et puis surtout un bon match de basket à suivre une nouvelle fois. Et puis c'est évidemment un record de franchise, record en carrière pour Joel. Rendez-vous donc lundi dans le Big Monday avec la libre antenne et donc le NBA Classic Game. Vous le savez, on a un nouveau projet cette année qui s'appelle Offense. Le deuxième épisode est sorti mardi dernier. Ça a déjà beaucoup plu. Neymar est-il le plus grand gâchis du foot avec évidemment SDM, fan du PSG, mais fan d'Harry Potter aussi. Et vous savez que c'est notre débat parallèle de cette émission qui sortira demain sur la chaîne Offense. Donc voilà, on s'est bien marré aussi à parler d'Harry Potter avec SDM. C'est toute la folie de cette émission. Ouais, on y est. Ça me permet de poser la question à Arthur. Est-ce que c'est pour lui Harry Potter est la meilleure saga de tous les temps? Non, mais Thomas et moi, on a une. T'es un mec de Poudlard, toi? Bah, nous, on a des mecs de Star Wars avec Thomas. Bah oui. Bah oui, Star Wars, la base. Bah oui. Moi, je suis plus Star Wars aussi. Hein. Bah oui. Mais non. clairement. Mais après, t'as pas vu Harry Potter, tu nous as dit. Difficile de comparer. J'en ai vu quelques-uns au cinéma, mais c'était plus pour des dates, tu vois, ça m'intéressait pas, quoi, tu vois. Hein, pardon, quoi? Excuse-nous. Tu sortais avec une magicienne? Mais c'était il y a longtemps. Quelqu'un qui maniait parfaitement Ah, la non, baguette? Non, on a beaucoup, Qu'est-ce qu'il y a? on a beaucoup de respect pour les magiciens, mais quel enfer de côtoyer des magiciens. On parle des magiciennes, là. Oui, mais même c'est pareil, parce qu'ils veulent faire tout le temps des tours de magie. Je sais pas, je côtoie pas assez. Je connais un seul mec qui fait des tours de magie, il s'appelle Chris. Non. Et pour le coup, ils sont tous nuls ces tours. Mais moi, j'avais fréquenté un peu une magicienne, et puis je lui avais fait c'est moi qui lui ai fait un tour finalement. Ah oui. J'ai fait une date, hop, elle ne m'a plus jamais revu.
catastrophique. Dimanche dernier, on vous a fait aussi une interview de Monique Aqua Macani, qui était finaliste avec le Mercury de Phoenix. J'ai fait une véritable erreur terrible de dire les Mercury dans l'interview, mais c'est le Mercury. Monique, depuis, rejoint son équipe de Bourges et qui nous raconte son parcours assez fou et puis sa belle aventure du côté donc du Mercury en WNBA. Interview passionnante d'une fille très très douée que vous pouvez suivre du côté de Bourges. Est-ce que vous avez envie de nous voir en live? Est-ce que vous voulez qu'on se déplace, qu'on fasse des émissions avec du public, la folie, un peu comme des rockstars? Thomas? Bah écoute, en tout cas, nous, on a envie de le faire. Ah, et voilà. donc, les questions qu'on se pose, c'est quelles sont vos attentes si on vient dans les différentes villes de France, ou en Suisse, ou en Belgique? Qu'est-ce que vous avez envie de Bogota voir? Il n'y a pas la mer, mais allons-y quand même. On trouvera des choses à faire. Non, mais voilà. Donc, on vous met ce petit questionnaire dans la description. On mettra aussi sur les réseaux sociaux. On compte sur vous pour avoir un maximum de réponses, juste pour savoir quelle direction on va prendre, même en termes de tarifs. Jusqu'où vous êtes capable de monter. Je sais que Erwan a une grosse bourse qui est capable de mettre 50 € pour voir un spectacle exceptionnel. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, on a envie quand même de pouvoir jauger ici ou là ce qu'on va pouvoir faire. Mais en tout cas, on arrive très rapidement. Une date va être lancée d'ici la fin de l'année, on espère. Sinon, janvier 2026. Donc, comptez sur nous. On va pouvoir se rencontrer. Il y a un lien dans la description, tu l'as dit. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça. On a très envie vraiment de faire de l'événementiel, de venir vous voir. C'est vrai que ce qu'on a fait à Malakoff l'année dernière Tout à fait. pour le match face à Gravelines, ça nous avait donné plein d'idées. Et donc, on a envie de mettre ça en place. Et donc, on a besoin de vous et de vos informations. On est prêt? Arthur, On est prêt. le chrono est lancé. Tu sais que les news, très bien. Vas-y, Victor contre Doncic, tu vois, le débat Orlando. Ouais, non, on va voir le sommaire d'ailleurs. Ouais, vous allez voir, tout ça, on s'en fout. Tu sais exactement qu'est-ce qu'on attend quand tu viens. Lequel fac? Merci. Desmond Bain. On va quand même voir le sommaire. On va quand même voir le sommaire parce que Léo a quand même bien bossé. On a des news parce que hier soir, il y avait Victor du côté de Los Angeles et ça s'est pas très bien passé. Les Mavs, mamma mia, régalade, tellement ça pue la merde. Ensuite, on ira du côté du débat avec Orlando où ça sent pas meilleur non plus. Il y a un début de saison assez compliqué. On va essayer de comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de raisons. La palette, on va revenir sur l'excellente défense collective des Suns face à Victor. C'était dimanche dernier. Et puis on finira évidemment avec le quiz où justement on espère il y aura lequel fac. Ça sera le premier de la saison. Va falloir que je le prenne celui-là. C'est clair. Tendu. Les mecs sont déjà stressés. Vous êtes des malades. Attention à Thomas quand même. Calmez-vous. Attention à Thomas. C'est un sleeper. Outsider. C'est un sleeper de fou. Outsider. C'est Bon, trop avant dur. lequel fac et le quiz, il y a quand même les news. Hier soir, le match à suivre, c'était pas les Lakers face aux Spurs, mais bien Victor Wembanyama face à Luka Doncic. Thomas, c'était un peu fou quand on avait annoncé ce match-là. On parlait presque plus de Luka face à Victor que des Lakers face aux Spurs. Ça a bien été les Lakers face aux Spurs et c'est les Lakers qui s'en sortent avec un match ou avec beaucoup trop de coups de sifflet. Pas bravo aux arbitres, mais finalement les Lakers qui s'en sortent. C'est tout ce qui compte. Après une fin de match un peu Un peu folle. houleuse. Ouais, il y a plein de choses à raconter dans ce match. C'est vrai qu'hier, Erwan, Rémi et moi, on était dans Clutch et on parlait de ce match. Et pour teaser tout le monde, on était vraiment sur l'une des plus belles affiches de NBA en 2025-2026. C'est Luka Doncic, l'un des MVP du début de saison, et Victor Wembanyama, joueur de la semaine, lors de la toute première semaine de saison régulière. J'ai envie de dire... Alors, si le match a été haché, il y a beaucoup de trucs négatifs qu'on pourrait quand même souligner. On a vu un bon match de basket, un match avec deux équipes qui finalement se regardent les yeux dans les yeux, avec des absents aussi. On pense bien sûr à LeBron et Austin Reeves qui n'étaient pas là. On pense aussi à Dylan Harper qui en a pour plusieurs semaines. Aussi, hein. Et Jaron Fox, t'as raison. Si je dis LeBron, faut dire Jaron Fox, t'as raison. Et ça a compté dans la fin de match. On a vu un match, mine de rien, dominé par les Spurs. Et ça, c'est quand même la première info. Ils sont à l'extérieur. Ils jouent avec beaucoup plus de maturité que l'année dernière. Et ça se confirme dans ce type de match où ils sont très attendus. Je les vois bien jouer au basket. Je vois un Julian Champagny exceptionnel dans la première mi-temps. Et je vois surtout un Victor Wembanyama qui est absent des débats sur la première mi-temps et qui se réveille un petit peu plus, au moins en termes de scoring, dans la deuxième période. Donc voilà, c'est la première chose, je pense, où on peut aller. C'est un petit peu l'absence de Victor dans un très grand match comme celui-ci. Ouais, il a été gêné par des fautes. Je sais pas son temps de jeu au global, mais en tout cas, il a été gêné et à la fin, il sort. Moi, ce que je trouve qui est très intéressant côté Spurs, c'est que lorsque Victor déjoue, parce que clairement, il n'a pas fait son meilleur match de l'année, il y a les autres joueurs qui arrivent à step up et qui arrivent à prendre des tirs, qui arrivent à jouer ensemble. Et on peut mettre ça au crédit du coaching staff, de Mitch Johnson et aussi des joueurs, hein, parce que comme on dit... 33 minutes, Victor. Ouais,
qui reste quand même pas mal, mais on l'a senti un petit peu en contrôle par rapport aux fautes. Et ce que je trouve qui est très intéressant du coup, c'est que tous ces joueurs extérieurs où on se disait est-ce que Devin Vassell va réussir à step up, comment ça se passe au niveau de Stephen Castle, tous ces gars-là arrivent à être au niveau jusqu'à présent, et c'est plutôt une très bonne nouvelle côté Spurs dans le futur, enfin en prévision du futur, et des éventuelles défenses qui vont être un petit peu plus resserrées sur Victor. Moi, je vous rejoins sur le côté mature des Spurs pendant 3 quarts temps et demi. Je vous rejoins sur le fait que c'est cool de voir Victor dans le dur, et pourtant l'équipe continue à bien jouer. J'aime beaucoup Stephen Castle à la main. Tout le monde arrive à trouver un petit peu... C'est un passage dans le troisième, mon ami, fou. Mais tout le monde, ils mettent dedans, parce que même si Victor est pas bon dans les stats... Bien sûr. Même si Victor est pas bon dans les stats, il décante quand même beaucoup de choses. Il est bon à la passe. Défensivement, il fait toujours quand même un chantier. Il oblige à rajouter des passes côté Lakers. Et puis, les mecs derrière, ils ont des tirs grands ouverts à 3 points. Et ça, c'est bien grâce à Victor. Après, là où cette équipe, elle est plus mûre, mais pas encore assez mûre, c'est le passage en zone des Lakers. Et quand il reste 5-6 minutes et qu'ils ont le match en main, qu'ils doivent aller le gagner, le passage en zone des Lakers, c'est l'attaque de zone, notamment de Stephen Castle. Là, il y a encore du taf. Il y a encore du boulot. Mais en fait, les Lakers, les ont eu un peu à ça, t'as raison. Ouais, sur plusieurs trucs. Sur la première chose, c'est ils ont beaucoup gueulé. JJ Redick en a fait des tonnes avec les arbitres. Il y a eu beaucoup de moments hachés. Il y a eu 84 lancers francs dans le match. Le match, il a commencé à 4h du mat. Il a commencé, je me suis réveillé à 9h30. J'étais dans le money time. Non, mais abusé. Pour être plus sûr, moi, j'ai mis mon réveil à 7h pour le regarder ce matin. Il était loin d'être fini. Il restait 4 minutes. Ouais. Mais oui, il restait 4 minutes. Moi, je me suis réveillé un peu plus tôt que d'habitude, à 6h, je sais pas combien. Je le mets un peu en no spoil. Et en fait, à chaque fois, vous savez, sur le lecteur du League Pass, à chaque fois, il bloque. Parce qu'en fait, le truc se régénère. Putain, il m'a spoilé la fin, j'avais bien la haine. Mais bon, bref, les Lakers les ont eu sur gueuler sur les arbitres, rendre le match un peu sale. Luka, qui est en panne d'adresse au global dans le match, les défend sur des moments importants, des énormes filoches, etc. Rui Hachimura a été excellent. Marcus Smart confirme qu'il est revenu en très bonne forme. Il a un impact de leadership, d'impact défensif et aussi au scoring, parce qu'il met 15 points dans le match. Moi, il me bluffe quelque part, Marcus Smart. Non, mais depuis le début de saison, franchement, on se disait tous, il est cramé, on sait pas ce que ça va donner. Ça fait 2-3 ans qu'il est dans des petits projets. C'est un petit peu une pièce en l'air. Franchement, depuis le début, c'est un créateur, mais même défensivement. Ça veut dire qu'il oblige, c'est un méga playmaker. Il oblige les défenses les attaques à faire des choix difficiles, à faire des passes à l'opposé. Il est toujours sur les lectures. Et hormis la grosse cagade qu'il nous fait en fin de match lorsqu'il mord la ligne, franchement, il est archi précieux. Et c'est la méga surprise pour moi avec DeAndre Ayton sur ce match-là de ce début de saison. Il est installé dans le 5 maintenant. J'étais curieux de le voir ce match-là en me disant, est-ce qu'ils vont l'envoyer sur Victor ? Et il l'a envoyé sur Victor. Il y a eu des séquences. Et il l'a contrarié. Attention, ils ont été 3 un petit peu à... Surtout Hachimura aussi. Mais pareil, on voit bien, et on va le voir tout à l'heure dans la palette, que le profil pour embêter Victor encore, même s'il a progressé, même s'il est dans le dur, c'est quand même... C'est vrai que c'est ça un peu le profil, c'est de mettre des mecs plus petits, mais quand même costauds et qui lui mettent une guerre. Hier, on a retrouvé un Victor qui s'est fait sortir de la raquette. Notamment sur la première mi-temps. Ils lui ont rentré dedans. Et heureusement que c'est un gars intelligent. Par rapport à son match face à Phoenix, on en parlera tout à l'heure plus longuement dans la palette. Il arrive quand même à switcher un peu son état d'esprit où il va beaucoup sur une des lancers francs parce qu'il est agressif. Il y a eu tellement de fautes de toute façon dans le match qu'il en a profité directement. Mais je te rejoins, il était tout le temps. Et d'ailleurs, c'est Richard Jefferson à un moment qui le dit dans le match. Il dit, mais pourquoi Victor Wembanyama joue toutes ses premières actions d'attaque à 2 mètres derrière la ligne à 3 points? Il le laisse pas rentrer. Il le laisse pas rentrer. Ouais, surtout qu'il y a un changement. c'est vrai. Il change très fort lorsque c'était ces 3 joueurs qui étaient concernés. C'est un changement fort de manière à ce qu'il n'y ait pas l'espace. Vanderbilt, donc Smart et Hachimura. Hachimura qui était sur lui dès le départ. Et en fait, sur tous les écrans, il changeait systématiquement de manière à ce qu'il n'y ait pas l'espace de l'écran pour que Victor puisse prendre la balle et commencer à jouer. Et comme tu dis, le fait d'être hyper dur et de l'empêcher d'aller dans la raquette, alors oui, ça fait que tu peux provoquer beaucoup de fautes. Et Victor a été malin parce qu'il est allé, je crois, 11 fois sur la ligne des lancers francs. Mais en tout cas, ça le fait clairement chier. Et c'est une nouvelle fois un axe de progression pour Victor. DeAndre Ayton, il fait 2 matchs quand même de très haut niveau. Alors, j'allais y arriver. Il y a celui à Portland, mais c'est contre une ancienne équipe. Là, il confirme. J'allais y arriver. Il est très bon depuis ces 2 matchs un peu dramatiques. On va juste y arriver à DeAndre Ayton. On va juste prendre les déclats d'après-match de Victor Wembanyama parce qu'elles sont intéressantes sur son évolution. Après 5 ou 6 matchs, c'était un peu dur. Comme pour tout le monde, on reprend ce rythme, ce n'est pas rien en ce moment, mais c'est passé. Là, on a eu quelques jours plus légers récemment, donc on récupère, on reprend un peu plus de fraîcheur. C'est aussi l'une des nouveautés pour Victor, c'est
on veut qu'il joue toute une saison, donc il encaisse un petit peu le rythme de tous ces matchs-là. Ouais, et puis il a pas joué au basket pendant 8 mois surtout. Enfin, il parle d'euphorie, et c'est vrai qu'on a tous joué au basket. Quand tu reviens d'une blessure, le premier match, il y a toujours un truc, je sais pas, ton énergie est particulièrement haute, et puis dès la semaine suivante, en général, t'es un peu en galère. Enfin, t'es clairement en galère. Bah, c'est ce qu'il a vécu. Maintenant, c'est à lui de surmonter ça. Arthur, on parlait de la défense des Spurs, ils sont relayés à 3 à peu près dessus, ils lui ont mis la vie dure, et il a confirmé ça, Victor Wembanyama en conférence de presse. J'avais rarement vu ce type de défense contre moi, mais on apprend et on va continuer d'apprendre. Les prises à deux arrivent tellement plus vite. Dès le premier quart, j'ai l'impression que les adversaires sont plus préparés à nous affronter qu'avant. Donc ça va dans le sens de ce qu'on a dit. Victor, on va arrêter là-dessus parce qu'on a une palette spéciale après et qui donne beaucoup de sens à cette déclat. Tu veux parler de DeAndre Ayton? Tu as tout à fait raison. Parce qu'il est très bon, le boug. Il t'a fait peur un petit peu sur le début de saison. Il nous a tous fait peur. Un match. Il nous a tous fait peur. Après un match. Dès son deuxième match, il a été meilleur. Il est en 15 et 8, il est en double-double. Là, franchement, il fait kiffer. Et ce qui est bien, c'est que Luka lui donne beaucoup de confiance, beaucoup de ballons. Il y a des lobes. Jackson Hayes aussi en profite. On sait que c'est la force de Luka. Mais je le trouve sérieux. Je le trouve même limite mature. Je vois pourquoi ce gars-là, à un moment donné, on imaginait que ce soit un All-Star en puissance. De la présence, du rebond, du contre. Pick, roll, on arrive enfin à avoir avec Luka une relation à deux. Souvent, on va le chercher dans les airs. Et en fait, c'est exactement ce qu'on attend de lui. Pas plus, pas moins. Non, clairement, il est dans le texte. Et puis, c'est vrai qu'avec ces derniers mois à Portland et sa fin... La fin avec Phoenix, on avait énormément de doutes, notamment par rapport à la dureté. On a tous vu les images cet été où il était archi pas concerné. Là, au bout d'un moment, c'est un petit peu sa dernière chance, on va pas se mentir. Il est avec LeBron James, qui a une éthique de travail exceptionnelle, avec Luka Doncic, qui... Ils sont potes, ils sont de la même draft et tout. Donc, ils veulent mettre bien, Si au bout d'un moment, il n'est pas concerné, il n'est pas capable de se mettre dedans, bah, c'est très problématique. Et pour un gars qui est de talent supérieur, bah, ça m'étonne pas qu'il arrive à s'épanouir dans ce sens-là. Crédit à JJ Redick. 5 victoires de suite, 7-2, deuxième de l'Ouest derrière OKC. Des matchs gagnés alors qu'il n'y a absolument personne dans l'équipe. Nick Smith Jr. qui donne des bonnes minutes. Crédit au coach dans ces cas-là. Et beaucoup de blaire sur la touche aussi. Mais ça fait énormément. Partie à l'américaine, ouais. Il en fait des tonnes. Mais ça fait partie du Il est dur avec les arbitres, hein. Il fait du Draymond Green, hein. Il leur gueule dessus dès le début. Je fais, ah ouais, il est chaud. Il est chaud, mais ça marche. Ça marche. Voilà, ça marche. Bravo donc aux Lakers pour ce début de saison. On enchaîne avec une équipe texane cette fois-ci, et ça va beaucoup moins bien que chez les Lakers. C'est Dallas, où le début de saison continue d'être très compliqué, pour pas dire autre chose. Défaite cette fois-ci à domicile face aux Pelicans, qui enchaîne une deuxième victoire. Alléluia. Sans Zion. Défaite 99-101. Saddiq Bey était très bon, vous le voyez, avec 22 points. Mais là, les gars, pour le coup, Arthur, Dallas, ça continue de creuser jusqu'à où? Waouh. Jusqu'à quand? Bah, je sais pas, parce que moi, je suis un peu mitigé. Sur le papier, moi, je trouve que c'est une bonne équipe. Je vais pas dire une superbe équipe, mais je trouve pas que ce soit une équipe médiocre ou une équipe mid. Je trouve qu'ils ont vraiment des atouts. Alors évidemment, on oublie Kyrie Irving qui est blessé, Derek Lively qui pareil, de temps en temps est blessé. Mais moi, je trouve qu'il y a une bonne équipe qui est plutôt bien construite. Alors on va pas revenir sur l'histoire avec Nico Harrison, mais moi, je pense qu'il leur faut juste un petit peu de temps. Aujourd'hui, on n'a pas un meneur de jeu qui est d'un très bon niveau élite ou niveau supérieur. Ok ? Donc, ils font jouer Cooper Flagg. Pour un petit peu, quand le projet Victor, un petit peu comme certains projets qu'on a pu voir avant, on les décale sur des postes qui ne sont pas les leurs pour les faire progresser. Donc là, aujourd'hui, ils sont dans le dur. Klay Thompson, il est complètement catastrophique. Je pense que c'est une équipe qui a besoin d'un petit peu plus de temps. Je te dis pas qu'ils vont se qualifier dans les 6, mais je pense que clairement, ils ont une place à jouer pour le play-in et peut-être voir un petit peu plus. Un peu plus de temps. Je te trouve très positif là-dessus parce que j'entends le temps, mais il y a quand même aussi des alertes qui... Blessure d'Anthony Davis. Alors, c'est comme chaque année, mais ça, c'est jamais des bonnes alertes pour la suite. Le fait que cette équipe, on le dit depuis le début, elle est mal construite. Et tout ce qu'on a dit pendant la preview, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Cooper Flagg, oui, en meneur, on y croit, il peut, ce fameux truc. Toi aussi, tu peux jouer meneur, mais t'es pas meneur, Arthur. On les connaît, ce truc. Donc, il peut jouer meneur. Ouais, mais c'est pas un meneur, et il débute sa carrière NBA, et c'est compliqué. Klay Thompson, il est cramoisi, qu'il en peut plus. Il y a trop de grands, il se marche dessus, il y a peu de spacing, il y a juste PJ Washington qui est plutôt très bon sur ce début de saison. En fait, tous les doutes, voire les inquiétudes qu'on pouvait avoir sur Dallas, en 6 matchs, mais ils nous ont donné raison à 1000%. Et vas-y, je suis d'accord avec toi. Nico Harrison, bon, je reviens dessus. Nico Harrison avait dit qu'il voulait gagner sur du court terme. Donc, il est un petit peu obligé d'assumer ça. Moi, je pense que Jason Kidd, aujourd'hui, il est dans une posture où il se dit, là, tout de suite, j'ai pas l'équipe
pour pouvoir gagner là au début de saison énormément de matchs. Profitons de ce début de saison pour pouvoir donner un maximum d'expérience et à jeter un petit peu au feu Cooper Flagg. Alors oui, peut-être que pour l'instant, c'est pas un choix qui est payant, mais je pense que c'est sûrement sa stratégie. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et après, effectivement, tu parlais d'un petit peu trop de joueurs au profil 3, 4, 5. C'est sûr que pour l'instant, c'est pas hyper bien construit, mais je suis persuadé qu'avec un petit peu plus de temps, ils vont réussir à retrouver peut-être pas un bilan positif, mais en tout cas d'ici la fin de l'année se redresser. Ce qui est sûr, c'est que là, vous avez fait un très bon bilan de ce qui s'est passé jusqu'à hier. Merci Thomas. Non, mais vraiment, je vous dis bravo. Parce qu'hier, il y a eu un... Jason Kidd a réagi. Quelle ambiance dans cette émission. Jason Kidd a réagi hier. Il a changé son 5. Klay Thompson n'est plus dans le 5 majeur. Max Christie prend sa place officiellement. D'Angelo Russell revient dans le 5 majeur pour mettre un meneur de jeu. Daniel Gafford était blessé au début. Il est maintenant titulaire sans aucun doute puisque Derek Lively est blessé. Donc tu te retrouves avec D'Angelo Russell, Max Christie en 2 plutôt, Cooper Flagg, PJ Washington et Daniel Gafford. Donc un truc un petit peu plus sensé. Donc hier, ça aurait dû être une victoire. En fait, face aux Pelicans qui sont rincés, il n'y a pas Zion, etc., etc. Le problème, c'est que hier, tu perds dans une fin de match ultra serrée où Cooper Flagg joue tous les ballons comme un point forward, c'est-à-dire qu'il a tous les ballons sur du pick and roll, il joue des 1 contre 1 et qu'il n'est pas efficace dans ces moments importants. Il a 2, 3, 4 actions où il n'arrive pas à avoir soit des fautes, soit un panier, tu vois, c'est lui qui tire à la fin, soit un panier pour faire la différence. Donc, là où je te rejoins, c'est que de toute manière, ils ont besoin de temps, ils sont pas prêts, il leur manque un meneur, que des choses qu'on a déjà dit en amont. Je pense même qu'on peut avoir un peu de déception. Le problème, c'est que là, on est en début de crise. C'est-à-dire que tu es dernier de la conférence Ouest. Merci. Là, tu perds contre une équipe qui est candidate, qui est concurrente à la dernière place de la conférence Ouest. Après, ils sont même derniers de NBA, hein. Oui, mais attends, alors les Pelicans, samedi soir, ils arrivent à Rousseau, ils jouent contre Malakoff, hein, donc c'est pour te montrer. Attention, ils vont faire une 3e victoire de suite. Hein. Mais tu parlais de Cooper Flagg, et regardez ce qu'il a dit, Cooper Flagg, au sortir du match. C'est quand même loin de l'idéal, son début de carrière. Je n'ai pas autant perdu dans ma vie, je crois. C'est vraiment différent. Je vais jouer encore plus de matchs. Il faut que je m'adapte. Ce n'est pas fun. J'essaie de changer les choses, de faire en sorte d'aller dans la bonne direction. Là, on voit quelqu'un qui est en manque de confiance, de manière criante. Bien sûr. Et voilà, la confiance, il va mais devoir... confiance personnelle, certes, j'imagine, parce qu'il est loin de ses standards qu'il imaginait. Mais je sens qu'aussi, c'est un mec qui se dit, mais en fait, comment collectivement les choses peuvent changer? Parce que là, on a vu le changement de 5 majeur, il est passé de meneur à 2e arrière. Mais c'est toujours pas son poste. Non, mais il est lié, c'est Mac Christie qui est 2. Oui, là, mais bon, bref, c'est toujours pas... Tom, il sait pas tout la différence entre 2 et 3, c'est pas de sa faute. C'est toujours Mac pas... Christie, il est 2. C'est toujours pas son poste. Oui, mais bon, au moins, il est plus meneur. Enfin, pour moi, Cooper Flagg est un poste ailier de NBA, donc poste 3-4. Après, en fonction de qui tu joues, et ben voilà, mais tu joues les ballons au même endroit. Si t'es un meilleur manière de ballon que PJ Washington, c'est toi qui vas l'avoir. Hier, il fait pas un mauvais match, il met 20 points. Tu vois, dans les stats, on peut en discuter, mais là où t'as raison, c'est que, en fait, quand il n'y a pas de résultat positif, c'est dur d'avoir la confiance, même si t'es un numéro 1 draft et t'as énormément de talent. Toute sa vie, il a gagné des matchs. Tout le temps, des séries de matchs, il concourt pour être le champion de l'État ou de voilà. Exactement. Non, après la question là pour ce début de saison et même sur son début de carrière, ça va être de voir si ce gars-là est un vrai créateur. Au sens voilà un vrai initiateur au niveau du jeu ou c'est peut-être pas plus un finisseur. On va pas se mentir, lorsque tu vois à la fac, il est tellement fort que dans tous les cas il va être suffisamment bon pour être fort à la création. À la fac il était initiateur créateur, hein. C'est ce que je te dis, est-ce qu'en NBA sur le cap d'au-dessus ça va pas être un mec pour lequel ça va être un super défenseur, être capable de changer sur les postes 1 à 5 et en plus de pouvoir être fort en bout de chaîne, mais en tout cas peut-être pas à la création. J'ai envie de croire, c'est pas la promesse, hein. Moi j'ai quand même envie de croire. Moi je pense qu'à terme, les gars, il a 18 ans, c'est le joueur le plus jeune de la NBA. Je sais pas si vous avez vu passer les petits tableaux avec tous les gars qui avaient 18 ans et qui étaient en NBA. Finalement, il y en a très peu. Donc tu sais, c'est des comparés avec Kobe, avec LeBron, avec ce type de joueurs-là. Et le but c'est qu'il soit bon à 25 ans. Alors attendez. Alors je pense qu'il faut lui laisser. On va finir sur Cooper Flagg. C'est important. Il faut lui laisser faire le maximum d'erreurs possibles individuellement pour être bon à terme. Évidemment, moi j'aurais rêvé qu'il arrive du côté de Brooklyn, qu'on lui dise gros, fais tout ce que tu as à faire. Pas Brooklyn. Si, fais tout ce que tu as à faire. Mais là, le débat qu'on a sur Cooper Flagg, c'est pas les doutes qu'on a sur le joueur, c'est le contexte. Moi, quand il est drafté par Dallas, alors ils ont tous fait la fête, les dirigeants, mais je me suis dit, il va arriver dans un contexte de merde pour un rookie. Et je l'imagine, et là j'ai envie d'avoir votre avis, que quand je vois son début de saison où lui, il est amené à se dire je vais être rookie de l'année, tant il était numéro 1 de draft, il n'y avait même pas de débat.
quand il voit les autres mecs, là, les Edgecombe et d'autres rookies qui sont déjà en avance dans le titre au rookie de l'année, est-ce que tu penses, Arthur, que ça peut aussi le travailler? Mais évidemment que ça les travaille. Voilà. C'est des compétiteurs, c'est des gars, on parle de lui comme un joueur générationnel qui est censé sauver l'Amérique, faire gagner les Américains en 2028. Captain America, en fait. Captain L'Amérique de Trump en plus. Mais hein. c'est ça, tu vois. Mais là, grave, l'Amérique. Le mais plus beau c'est exactement fessier ça, des tu vois. États-Unis. C'est exactement ça. Donc évidemment que ça rentre dans sa tête. Évidemment qu'il regarde à chaque fois. Enfin, il est au courant des moyennes de points qu'il a par rapport aux autres rookies, évidemment. Maintenant, voilà, comme tu dis, il y a un contexte qui est très particulier lorsqu'on y a un joueur générationnel qui arrive dans une équipe qui, selon ses dirigeants, est censé gagner à court terme. Bah oui, la timeline n'est pas appropriée. Donc oui, il y a un gros problème de confiance. Ma tech de début de saison, en tout cas, on y va tout droit. Hein. J'ai dit, ils ne se qualifieront pas en playoff. Allez, faut qu'on enchaîne parce qu'on a été très lent sur les deux Ah, mais premières c'est news, passionnant mais en même temps, aussi. c'est passionnant. On parle des Lakers, Cooper Flag. C'est quoi la prochaine? Régale-nous. La prochaine, c'est Chicago. Lourd. Ouais, vas-y, Lourd. zap. Non, je rigole, je vous Non. adore. C'est une blague. Chicago blague. 6-1. Seule une défaite au Garden les empêche d'avoir un bilan parfait en ce début de saison. Puis il y a un mec qui régale. Vous le voyez d'abord, on va rester sur le bilan collectif. Bilan de 6-1, une bonne attaque, une défense moyenne, mais ça passe tant, ça court, ça va vite. Et tant il y a un mec qui régale et qui est quasiment en triple-double sur ce début de saison. C'est notre ami australien, Josh Giddey, 23 points par match, 10 rebonds, 9,1 passes, des pourcentages phénoménaux. Qui ne dureront pas, Erwan. Surtout à 3 points, futur All-Star, j'ai envie de dire oui, tu tures, t'as envie de dire quoi? Ouais, non, mais là, oui, carrément, c'est incroyable ces stats. Après, effectivement, là, le 42% à 3 points, à mon avis, ça va pas durer. On est sur un échantillon, il est en feu et tout. Mais ce qui fait kiffer chez les Bulls, c'est qu'en fait, ils gagnent des matchs. Certes, ils n'ont pas eu le calendrier le plus difficile, mais tous les matchs serrés, jusqu'à présent, ils arrivent à pousser à faire en sorte que le money time soit en leur faveur avec des shoots de Vucevic, excuse-moi, de Vucevic, j'allais dire Vujacic, de Vucevic, Josh Giddey qui est au top. Franchement, ils font kiffer. Et moi, j'ai un petit kiff en plus dans toute cette équipe-là, c'est Matas Buzelis. Ah bah oui. Franchement, déjà, il est aérien de ouf, un vrai joueur Pas trop. qui met des tomards de ouf. Tout Qu'ils ont décidé d'installer en plus dès l'année dernière. Tout bénef pour Mais les Bulls. on a toujours su que c'était un athlète fin, bondissant. Moi, je trouve que même par rapport à l'année dernière, où des fois je le trouvais un peu à l'envers, je trouve qu'il joue juste. Buzelis, il met un peu dedans et je trouve que, mais toujours pareil, quand tu joues à côté d'un mec comme Giddey, tous ces joueurs-là athlétiques, et on le voit aussi avec Zachary Zaché, sur les coupes, ligne de fond, au milieu de la raquette, eh ben, ça t'amène des paniers faciles et je trouve qu'il a progressé dans son QI basket, Buzelis, et avec les qualités athlétiques qu'il a, ça en fait un très beau joueur. Ouais, c'est clair. Je propose qu'on en parle lundi plus longuement. Exactement. On a fait les Tout à Sixers fait. lundi, ça avait du sens. Là, on en reparlera plus longuement. Il commence un road trip, donc on verra après 4 matchs ce qu'ils sont capables de nous sortir. Il y en a un qui avait fait un bon début de saison, mais sa saison est malheureusement déjà terminée. C'est le pivot Kessler du Jazz, Walker Kessler, qui avait fait encore un très bon début de saison. Lui, on en parle peu, mais c'est quand même un brave switchier. Oui. Plus de 14 points, quasiment 11 rebonds, quasiment 2 contres, des pourcentages. Évidemment, il est souvent près du cercle, un beau temps de jeu. Et malheureusement, il va se faire opérer d'épaule. Et terminé pour Kessler. Je vais pas vous lancer dessus parce que bon, c'est triste et il n'y a pas grand chose à dire. Même si on peut juste noter que le Jazz a fait un début de saison bien supérieur à nos attentes. Tout à fait. Bravo à nos amis du Jazz. On va finir avec un fait entre l'accusé. Et ce fait entre l'accusé, il est sur Steve Ballmer, qui apparemment, il a des mecs au cul et ils lui en veulent un peu. Bah écoute, c'est l'histoire des Clippers avec la justice, j'ai envie de te dire, continue. On se souvient. C'est Naples ou c'est les on se souvient de Donald Sterling les Clippers, les mecs. et des propos racistes terribles balancés par son ex-femme. Eh bien, Steve Ballmer, depuis qu'il est arrivé, l'ancien boss de Microsoft, nous régale la nouvelle salle, la nouvelle vibe en fait chez les Clippers. Le problème, c'est qu'autour de Kawhi Leonard, il y a des doutes qui commencent à être de plus en plus précis. Vous savez que le FBI est là-dessus. Et donc Steve Ballmer, le propriétaire donc, est poursuivi par 11 investisseurs d'Aspiration, la fameuse boîte qui a signé un contrat avec Kawhi Leonard de représentation pour lequel Kawhi Leonard n'a jamais travaillé officiellement mais a pris, je sais plus combien c'était, je vous dis pas de bêtises, mais des dizaines de millions de dollars. Le problème, c'est que donc les investisseurs cette boîte dans laquelle Steve Ballmer avait mis de l'argent, hein, évidemment, disent qu'il aurait versé donc secrètement des millions de dollars pour acheminer du cash et contourner le salary cap NBA pour aller filer de l'argent à Kawhi Leonard. Donc là, malheureusement, si c'est avéré, ça peut être très grave. On parle d'annulation de contrat de Kawhi Leonard. On peut imaginer des conséquences terribles sur cette histoire, sur les Clippers. On en a parlé, tu te souviens, dans la preview des Clippers avec, à l'époque, c'était Joe Smith et les Timberwolves qui avaient été supprimés de choix de draft sur 3 années et des grosses amendes.
Donc voilà, c'est à suivre cette histoire. C'est beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer. Ça, plus l'histoire des paris sportifs avec, avec Chauncey Billups. La NBA est dans une drôle de phase. Voilà. Et Tyronn Lue, il n'y a rien d'officiel, mais il n'y a rien d'officiel. Il y a des gens qui s'intéressent à lui. Voilà, tout à fait. Mais en fait, son meilleur pote, ses meilleurs potes, c'est Chauncey Billups, etc. Et on sait qu'ils aiment parier sur tout et n'importe quoi. C'est un peu vilain ce début de saison côté Clippers. Entre potes, hein, ils ont parié entre potes. Que ça soit sur le terrain ou en dehors, affaire à suivre en tout cas, mais ça pourrait tourner vinaigre pour les Clippers. C'est pas les mêmes emplois fictifs qu'en N2, N3, non? Ah, il y en a? En termes de montant. En termes de montant, c'est pour ça qu'ils vont pas te chercher. C'est pour ça qu'ils vont pas te chercher, Arthur. Clairement. Allez, on a fait le tour des news, on va aller dans une équipe qui va pas très bien. Je vous l'ai dit dans l'édito, je suis un peu goumin, je suis un peu triste parce qu'il y a une autre équipe qui va pas bien, c'est le Magic d'Orlando. Pourtant, il y avait plein de belles promesses. La sauce ne prend pas en ce début de saison du côté de Mickey chez le Orlando Magic. Et oui, parce que c'est une équipe qu'on attendait. C'est une équipe l'année dernière qui avait eu beaucoup de blessés, mais qui avait montré quand même de belles promesses. Avec le retour de tout le monde et un effectif au complet, on s'attendait à beaucoup mieux. Regardez le bilan de ce début de saison. On est quand même loin des attentes en termes de bilan et surtout même en termes de chiffres, notamment défensivement. Vous allez voir le bilan, le schedule qui les attend en plus avec 2 fois donc, les Celtics et 2 fois à New York avec les Knicks et les Nets. Les gars, Arthur, je vais commencer par toi. Le Magic, on est quand même loin des attentes qu'on espérait sur ce début de saison. Moi, j'avais même dit qu'ils pouvaient espérer un top 3 à l'Est. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, je les mettais dans la balance un petit peu avec Atlanta pour faire la bonne surprise à l'Est en vue avec toutes les blessures qu'il y avait. Écoute, je pense que on est tous très déçus, mais ce début de saison, il nous remet un petit peu en perspective. On était tous très hypés avec l'arrivée de Bane en se disant « Ah, c'est pas une équipe de shooters, il va pouvoir apporter ce profil-là. » Mais en fait, c'est jamais un joueur tout adroit, aussi adroit soit-il, qui peut faire changer la bascule du profil d'une équipe comme Orlando. Donc voilà. Maintenant, là où je m'interroge un petit peu plus aujourd'hui, c'est sur le profil de Banchero. J'ai l'impression qu'il voit l'émergence de Wagner comme un petit peu une concurrence sur son ascension de superstar, et je le trouve qu'il surjoue un petit peu, et aujourd'hui ça se concrétise avec beaucoup de défaites et un très mauvais début de saison. On est sur un Jalen Brown, Jason Tatum là, selon ce que tu dis. On va leur souhaiter le même avenir. Hein. Clairement. Non mais écoute, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y avait de la hype et qu'on est déçus par le début de saison. Moi je continue à croire qu'ils finiront top 6 de la conférence Est. Ça c'est la première chose. J'espère top 6. Ouais, on pourrait se poser la question de ils seront payés dans la merde. Moi, je pense qu'ils seront un top 6 validé easy. Parce qu'ils sont que à 3-5, mine de rien, que la conférence Est est ce qu'elle est et que elle part dans tous les sens. Et que le début de saison du Orlando Magic va dans le sens de cette NBA sur laquelle tu ne peux absolument rien prédire. Voilà, il y a trop de surprises tout le temps. Trop d'équipes bonnes. Ouais, il y a beaucoup d'équipes bonnes, beaucoup d'équipes qui sont en retard. Ils en font partie, mais c'est des équipes qui vont se mettre en place. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, et sur les espoirs et les motifs d'espoir, on va dire, sur la suite, je suis très déçu parce que dans le jeu, ils sont catastrophiques en fait. Je retrouve pas l'assise défensive de l'année dernière, je retrouve pas la dureté depuis que Mosley est là, c'est ce qui faisait leur ADN. Et là, on retrouve pas ça. Et là où je te rejoins complètement, soit tu t'appelles Luka, LeBron, KD c'est un mauvais exemple, Steph Curry, ce genre de choses. Et donc quand tu arrives dans une équipe, le système change et est autour de toi. Sinon, il faut que le système évolue au fur et à mesure pour incorporer des mecs. Et là, ils ont pensé qu'avec Desmond Bane, le système allait évoluer de manière très positive, juste avec son arrivée. Alors que malheureusement, il est dans ses pires moyennes limites de carrière. Ce qui est fou là, alors il y a eu son geste vilain là face à Atlanta dans une nouvelle lourde défaite où ils encaissent plus de 125 points. C'est intéressant ça. En fait, c'est une conséquence de ce qui se passe. Sûr. Tu vois, c'est intéressant de parler de ça. Lui, il vient tout sourire. On dit c'est exactement ce qu'il leur faut, un petit peu d'adresse extérieure. C'est le chaînon manquant en Zerma. Et puis en fait, il est à peine à 14 points par match. Il est quand même loin de... Les pourcentages. Il est à 28,6% à 3 points. Et surtout, en termes de tirs pris, il est à 4,4 tirs pris à 3 points. C'est son plus petit nombre de tirs pris depuis qu'il est rookie. Non mais un pourcentage sur un début de saison qui peut être un peu cassé à 3 points, c'est pas infamant, c'est pas très grave. Ce qui m'inquiète plus, c'est effectivement la sélection des tirs et la manière dont il prend ses tirs. Ça n'a rien à voir avec le système qu'il pouvait retrouver à Memphis et toute la confiance qu'il avait et cette fausse de frustration qu'il fait contre Atlanta. Quand tu fais ça en début de saison, que tu es dans une nouvelle équipe, moi je trouve, et en début de match, je trouve que c'est catastrophique, clairement. Donc laissons-leur quand même un petit peu de temps.
Mais par contre, même si Desmond Bane monte un petit peu, que ses pourcentages se rééquilibrent et qu'il retrouve un petit peu l'adresse qu'il avait sur les dernières années, je pense pas que c'est ce qui va faire la balance pour qu'il puisse aller très très loin en playoff. Alors, on va leur laisser du temps. Évidemment, on n'est qu'en début de saison, mais il y a quand même des signaux qui sont un petit peu alarmants. Et notamment, le premier signal qui nous inquiète sur cette équipe qui s'est construite autour de Jamal Mosley, sur d'abord une défense très forte et une dureté. On ne retrouve pas cette dureté, Thomas, tu l'as dit. Et défensivement, on est loin, mais très loin de ce que cette équipe était. Ouais, mais c'est exactement ça. Et au high taste, quand vous regardez les matchs du Orlando Magic, c'est vraiment le ressenti qu'on a. Soft. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a décidé de courir. L'équipe avant était très basée sur demi-terrain. Il y avait des absences l'année dernière, mais donc très forte défensivement. D'abord une assise défensive et ensuite on voit l'attaque. Le problème, c'est que, un peu comme les Knicks l'année précédente, quand tu as un ajout comme Towns ou un ajout comme Ben, on te dit il faut que tu sois beaucoup meilleur en attaque. Donc, comment tu vas faire? On va essayer de courir. C'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que si tu cours et que tu arrêtes de défendre, en fait, l'équipe de ton équipe, elle est catastrophique. T'as eu des certitudes sur une manière de jouer et tu vas complètement à l'opposé. Là, les stats, elles sont terribles. Elles sont même, tu vois, franchement, tu arrives après presque 10 matchs. Et c'est pas qu'une histoire de pace. Hein. C'est pas qu'une histoire de pace. Ils défendent pas. Mais la faute à Bane, hein. Et les gars, Desmond Bane, défensivement, c'est une catastrophe ambulante, hein. Et pourtant, je pensais que le retour de Jalen Suggs très tôt dans la saison, finalement, dès le début de la saison, aller leur donner, encore une fois, ce premier défenseur, ce gars, encore une fois, sur les certitudes défensives. Mais Bane, il prend des valises qu'ils n'ont jamais eues sur les 3 dernières années avec l'équipe du Magic. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Je pense qu'il faut faire de la vidéo. Il faut aussi reconcerner tout le monde défensivement avant de penser à l'attaque. Ils ont trop pensé à l'attaque, j'imagine, lors du training camp. Je m'avance énormément, évidemment. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Sur le papier, lorsque tu regardes individuellement, ils ont à chaque fois, sur tous les postes, énormément de bons défenseurs ou des gars qui sont capables de défendre. Ils ont beaucoup de verticalité. Même sur le banc, ils ont des Isaac, franchement, ils ont des bons joueurs, mais ils s'y sont pas mis. Donc, des fois, on est dans les mauvaises intentions. On n'entame mentalement pas une saison de la meilleure des manières où on a envie de prouver, mettre des points, se mettre en confiance de ce côté-là du terrain. Mais il faut pas oublier que, comme ce que tu disais, Jamal Mosley, à la base, il est venu et il a insufflé un gros élan défensif. Pour l'instant, on ne le retrouve pas. Il y a un truc aussi qui est compliqué. Donc, il y a la défense, évidemment. Donc, ils sont en train de changer d'identité pour le meilleur ou pour le pire. Pour l'instant, c'est plus le pire. Mais on parlait de l'adresse à 3 points. Mais on aime bien aller plus loin à chaque fois que de dire bon, t'es à droite, t'es pas à droite. C'est une équipe qui arrive très peu à créer de situations pour avoir des tirs ouverts à 3 points. Et donc, les mecs sont. Quand tu lis que certains insiders du Magic, ils disent le vrai problème, c'est que dès que tu dois mettre un tir à 3 points, c'est après 3-4 dribbles sur du talent individuel. Le problème, c'est que je crois pas que KD joue au Magic. Et du coup, en fait, ils ont beaucoup de mal à faire du drive and kick pour avoir des attrapés, shooter. Il y a beaucoup de meneurs de ballon, mais ils n'arrivent pas à créer pour les autres. Et c'est problématique. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est une équipe qui produit pas beaucoup de passes décisives. Ils sont le top 5 pire de toute la NBA. Et sur le papier, c'est un gros problème. Mais quand tu vois les équipes qui sont le top 5 des équipes qui produisent le moins de passes D, il y a OKC. Mais OKC, ils ont quand même une force incroyable, c'est qu'ils ont des gars qui sont tellement forts qu'en fait, il y a des prises à 2, il y a des bonnes passes, des bons kicks, et donc, il y a des moments d'adresse très très élevés, ce que n'arrive absolument pas à avoir le Orlando Magic pour l'instant. Donc là, on est tous d'accord pour dire, bah oui, les pourcentages sont bas, mais parce que le système ne produit pas assez de bons tirs. Pourcentage bas à 3 points, pourcentage bas aussi au lancer franc. Alors c'est une équipe qui va tout le temps sur la ligne. Hein. Exactement, c'est l'une des équipes, je crois, qui sont top 5, top 6. Deuxième, je crois. Deuxième, bon, qui va le plus sur la ligne. Ça fait partie du top 5. Du top 6 quand même. Hein. Mauvaise foi, mais ça marche aussi. Ah oui, dans le top 5, oui, fort, très fort. Bon, à l'école, ça marchait pas, mais chez Fairteam, ça marche. C'est une équipe qui provoque énormément de fautes. Alors, pour le coup, il n'y a pas de grand shooter, même si Ben est dans le dur, mais ils ont beaucoup de drivers, pour le coup, Banchero, Wagner, même Suggs. Et du coup, il provoque beaucoup de fautes, mais sur la ligne, il laisse énormément de points aussi. Bah ouais, quand tes deux principaux scoreurs ce sont pas des shooters naturels et qu'ils sont amenés à aller beaucoup sur la ligne de lancer franc, Banchero, Wagner, bah oui, c'est sûr qu'ils vont tirer la moyenne des lancers francs vers le bas. Donc je pense qu'il y a un problème. Après, pareil, même si des gars sont pas hyper adroits ou c'est pas des super shooters naturels, avec un petit peu de concentration, avec de la répétition, c'est des choses qui sont capables de pouvoir progresser sur une carrière. On parle de joueurs NBA là quand même, voilà. Tu vois, à un moment donné. Moi, au bout d'un moment, c'est ce que je te dis. Bah oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu le dis très bien, mais au bout d'un moment, vas-y, t'es un joueur NBA, les lancers francs, nique ta race. Ils sont à 76%. Non, mais sérieux, au bout d'un moment, les gars, on va vraiment analyser. Oh, le pourcentage au lancer. Non, mais on est sérieux, quoi. On parle de joueurs, c'est pas que les pivots qui ratent des tirs. Non. C'est des joueurs référencés qui rêvent peut-être certains d'être Banchero, il en laisse, Wagner, il en laisse. Ça, c'est des trucs pas normaux. C'est pas normal. catastrophique. Elle est pas belle, celle-là. C'est des trucs pas normaux, ça marchait.
Bah oui. Pas normaux, ça marche. C'est des trucs pas normaux. Oui, c'est vrai. Ou alors, c'est pas normal. Tu peux dire ça, c'est vrai. Victor Hugo. Ok, d'accord. Armand Altaï, mon gars, s'il vous plaît, Oui, bien sûr. prof de théâtre. Dans tous les curseurs qui sont pas bons, les marqueurs plutôt qui sont pas bons pour le Magic, il y a les pertes de balles. Ils mettent des ballons en touche, ils prennent pas soin du ballon. Il y a, face à Atlanta, à un moment, il y a Jalen Suggs, alors que le début de match est pas bon, il fait une passe dans le dos qui va direct en tribune. Enfin, Ils sont à 17 ballons perdus par match. C'est quand énorme. même énorme. Et encore une fois, on a l'impression que il y a beaucoup d'attentes sur toi. Tu fais un mauvais début de saison. Le premier truc qu'il faut remettre sur le terrain avant de penser à autre chose, c'est le sérieux, c'est prendre soin du ballon, c'est remettre un petit peu de discipline dans tout ça. Je les trouve ultra indisciplinés. Ouais, mais ça, c'est une question d'état d'esprit général. Souvent, on dit équipe bien née, il y a de l'alchimie. On a parlé de Chicago tout à l'heure. Tu regardes un match de Chicago, tu prends ton pied parce que tu vois que les joueurs sont en train de kiffer et qu'ils sont dans la même direction. Il y a une hiérarchie claire, ça défend, ils ont des momentum fantastiques. Le match contre Philly, ils sont à -20, ils reviennent. Orlando, tu regardes le match, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est un scrimmage d'avant-saison? Il y a des mecs qui sont là pour gagner leur place. Il n'y a absolument pas d'expression collective, donc ça se répertorie sur les détails. La défense, les paires de balles, l'adresse au lancer franc, tu sais, des b.a.-ba du basket. Donc malheureusement, tant qu'ils sont tous, les stars, les role-players, parce qu'ils sont une bonne équipe, ils sont dans cet état d'esprit de on sait pas trop ce qu'on fout là, on n'a pas un objectif en commun, et ben ils seront en galère. Donc ils vont se mettre, plus qu'en galère, ils vont se mettre en danger pour les playoffs, alors qu'on les attend top 4 de la conférence Est. Parce qu'après, la hiérarchie tuture, elle est quand même faite. Paulo Banchero est à 23 points par match, Franz Wagner à 22. On est dans la logique qu'on veut de l'équipe leur appartient. Derrière, bon, Desmond Bane, il y a des pourcentages kata, il est à 14 points. Tristan da Silva, qui a un vrai potentiel, qu'on a adoré à l'Euro, qui est un vrai super joueur. Il est super, qui confirme, qui fait une bonne début de saison. Il y a Anthony Black, Wendell Carter Jr. qui fait son taf, Goga Bitadze qui est cinglé, mais qui fait lui aussi son boulot. Ils ont du matos, cette équipe-là, quoi. Ils ont du matos, mais ils sont tous très expérimentés. Inexpérimentés. Tous, c'est aussi Est-ce que tu fais que les attentes T'as pas parlé de Tyus Jones, on imaginait avoir Déception. un très bon rôle. Il était dans le 5 dans la pré-saison. Jalen Suggs est revenu. Et du coup, il fait un début de saison. Il joue pas beaucoup. Tyus Jones, depuis qu'il est parti de Memphis, c'est terminé. Ouais, mais il est tombé dans un contexte kata. Bref, on va parler de lui à Phoenix et je pense que c'est un petit peu difficile. Et à mais c'est sûr Washington, qu'il et à truc, en fait, toutes les équipes qu'il a fait depuis Phoenix, c'est des contextes kata. sûr. On fait comment? Ouais, mais qui sont les leaders là du vestiaire? Tu vois, là, ils ont perdu Cole Anthony. Alors, je sais pas quel était son réel, impact. Mais j'ai toujours l'impression que ce mec-là, qui arrive vocal, en tout cas. voilà, Ouais, il est arrivé mature à NBA, Energizer. exactement. Là, qui sont tes gars là? Qui sont les gars qui fédèrent? On parlait de Marcus Smart. Qui fédère? C'est sûr qu'un mec comme Franz Wagner n'est pas un leader de vestiaire. Pas pour l'instant. C'est un leader de terrain. Oui, voilà. Mais on le voit même avec l'Allemagne et tout. C'est un des meilleurs joueurs, mais c'est pas un leader de C'est vestiaire. Schroeder qui s'en occupe. Ouais, Voilà. Banchero, je vois pas encore un leader de vestiaire non plus. Il aimerait peut-être être. J'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup tourné sur sa personne Mais pour clairement, être un leader de mais, vestiaire. Les gars, regardez sa chaîne YouTube cet été. Il a sorti plein d'épisodes où on l'a vu. Non mais gars, vous savez que je regarde Ben, ça. je sais, Il a sa chaîne YouTube. C'était chez lui à Seattle et tout. C'est un gars qui est archi orienté sur lui. Et là, tu disais oui, il fait pas un mauvais début de saison. Il a 23 points par match. L'année dernière, il devait être à 24 ou 25. Moi, je pense que dans sa tête, il veut être à 28 ou 30 points par match. Et c'est pour ça que je te dis, je trouve qu'il surjoue. Alors, j'ai sorti une théorie qui est peut-être fumeuse sur le fait qu'il voit la montée de Arthur. sur le fait qu'il voit la montée de Wagner comme peut-être concurrentiel. Ils ont signé des gros contrats et tout, mais moi je suis persuadé que ce gars-là, il veut être le numéro uno, tourner à 30 points, être dans le top 5 des MVP. Et pour l'instant, il a du mal à ça, les résultats ne suivent pas et que ça crée énormément de frustration. Et lorsque tu es le meilleur joueur, ou en tout cas un des meilleurs joueurs sur le papier dans cette équipe, bah c'est pas au niveau des attentes. Donc, moi je pense que c'est. Franchement, qu'il ait envie d'être parmi les meilleurs joueurs de la NBA, d'être à 30 points par match, c'est normal. C'est normal. Le truc, c'est comment tu l'assumes et comment ça va Comment tu fais réagir pour y arriver? Est-ce que sur le groupe tu surjoues T'as pas? raison. Et là, il surjoue. Moi, je trouve qu'il surjoue. T'as raison. Clairement. Ouais. Écoute, ça va être intéressant en tout cas de suivre la suite de la saison de cette équipe du Magic parce qu'on nous dit on a beaucoup d'attentes. On va quand même parler de notre petit Frenchie du côté d'Orlando, Noah Penda, qui prend des bouts de match par-ci par-là. Et ce que j'aime bien avec Noah Penda, chaque fois qu'il rentre, c'est que il fait des choses. Il rentre jamais avec 0 points, 0 rebond, 0 passe. Voilà, donc il prend des miettes, mais des miettes, il arrive à en faire un petit peu quelque chose avec 9 minutes de moyenne. Et vous le voyez, des stats, il remplit des cases, une passe, 2 rebonds, et 3,4. C'est Noah, de toute façon. Mais ça commence comme ça. Donc il est adoré là-bas en plus. Il est adoré, il n'a pas été envoyé en G-League comme la vague de beaucoup d'autres Français. Je pense que c'est une marque de confiance de la part de la franchise. Et comme tu disais, l'autre fois, il a joué 2 minutes, il arrive à mettre 4 points. Il arrive à se montrer. Donc oui, on a un focus parce que c'est un Français, mais je suis persuadé qu'il va pouvoir trouver un petit peu sa place dans la rotation, notamment au vu des déceptions. Après, le fait que ça aille pas très bien, faire jouer un rookie quand c'est pas non plus tendance à David Cario aurait resserré, par exemple, notre sélection nationale 3, qu'on embrasse. Attends, on vient de découvrir que son fils est un phénomène.
Ça me fait kiffer ça. C'est quoi cette Comme histoire nos anciens coachs, leur fils de 3 ans qu'on voyait minuscule, on les retrouve à mettre des 19 points en laissement probé à Nantes. Ça, c'est les Attends, parce que histoires. Arthur, il vient de nous sortir un truc incroyable. Nous, on est en dehors. Bravo à David. Bravo, David. Et comment s'appelle son fils? Maxime. Max, si tu nous regardes, Surtout évidemment, on t'embrasse surtout Maxime, qui on imagine est un bien meilleur basketteur que son papa. Qui était un très bon coach. Tu peux pas tout avoir, David. Tout à fait. On t'embrasse, Daidou. On t'embrasse. La conséquence directe de ce mauvais début de saison, vous allez voir les cotes. On imagine peut-être certains le Magic en finale NBA. Regardez, en début d'année, ils étaient à 5,50. Maintenant, ils sont la cote à 8. Donc, on voit bien que tout le monde a pris en cote que le Magic a fait un début de saison de merde. Bah oui, en même temps, ils sont 11e de la conférence Est. 3 victoires, 5 défaites. Ils sont moins bien que Boston. Donc voilà, à qui il manque la moitié de l'équipe. Donc oui, on est tous d'accord pour dire qu'ils sont un peu dans la mouise. C'est peut-être le moment d'aller mettre de l'oseille si vous y croyez. Et si vous voulez jouer avec nous, comme d'habitude, c'est avec juste pour s'amuser. On mise de l'argent qu'on a pour s'amuser. Si vous voulez jouer avec nous sur Winamax, ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Allez, on va finir sur le Magic avec vos commentaires. On vous a posé la question, qu'est-ce qui coince côté Magic? Et voilà ce que nous avez répondu. Pod Talk by Freezy. Oh la vache, rien que ça. Mosley n'a jamais su apporter sa patte offensivement. On pouvait croire que l'arrivée de Bane allait changer pas mal de choses dans l'attaque. Il est à peine en galère. Non, il est en pleine galère, pardon, car il n'a aucun ingrédient dans le jeu. ISO sur ISO, comme on a pu le voir. En playoff, c'est fade et vide en attaque. Oui. La vache. Il a raison. Julien Blondet, il y a clairement des manques au niveau du coaching. Il est ciblé, notre ami. Pas d'adhésion des joueurs. Mosley ne semble plus être l'homme de la situation. La vache, c'est Donald Trump qui écrit le truc ou quoi? Mais il ne faut pas dédouaner les leaders, Banchero et Wagner, même si ils sont encore jeunes. C'est aussi à eux de montrer la voie. Et on finit avec toujours Julien Blaudet. Ben tiens, il fait un doublé. Il a clairement des manques. Ah non, d'accord, c'est 2 fois le même. Merci Tom de m'avoir envoyé 2 fois le même commentaire. Ça, c'est les aléas du direct. Bon, en tout cas, merci. Et je crois que nous avons un commentaire de Julien Blaudet. Chaque fois, vraiment, c'est un plaisir. Allez, merci en tout cas de répondre à chaque fois. Ça nous donne pas mal de matière pour faire l'émission. Et on passe tout de suite à la palette sur Julien Blaudet. Sur Victor. Allez, on va se faire une petite palette sur Victor. Quoique, c'est pas vraiment sur Victor. On va surtout mettre en lumière l'excellente défense des Suns. C'était dimanche soir face à Victor Wembanyama. Ils l'ont parfaitement muselé. Mais on va voir que cette défense-là, c'est pas juste du bugne à bugne. On s'y est mis en 1 contre 1. Il y a une défense collective organisée. Et on vous a sorti 4 actions pour illustrer ça. On a été bluffé par la défense des Suns dimanche soir. Bluffé par la défense des Suns. On a vu les Lakers faire le même genre de choses. On peut imaginer que ce soit une tendance pour défendre sur Victor. Allons-y comme d'hab. 4 actions. On est le week-end dernier dans un match que Victor va traverser malheureusement en pleine galère, comme disait notre ami Julien tout à l'heure. On va comme toujours dérouler une première fois l'action et on va suivre surtout les déplacements de Victor et la défense sur lui. Ça va finir avec une belle interception. Allez, on retourne au début. Alors, regarde, il se regarde. Vous avez vu la petite course au début là? Il m'a régalé. Ils adorent. Stephen Castle à la main. Du coup, on est au début du 3e quart-temps et déjà, on est en strict. C'est Royce O'Neal qui défend sur lui avec son double 0. Et regardez comment on défend sur Victor Wembanyama pour le pousser le plus loin possible. Des switches déjà sur les écrans loin de la balle. C'est Grayson Allen cette fois-ci qui se retrouve sur Victor. Il va y avoir un écran, un backpick là, de notre ami Julian Champagny. C'est bien attaqué de la part des Spurs. C'est bien mieux défendu de la part des Suns. C'est Ryan Dunn cette fois-ci qui va re-switcher. Là, clairement, il y a eu un scouting assez évident de la défense des Suns. David Vassell, est un peu loin pour faire la passe. On se fait un dribble de quand même à gauche pour ouvrir l'angle. Mais regardez l'opposé. Mark Williams, il est déjà en train de venir pour aider. Passe interception des Suns, bien anticipée. Ça, c'est un modèle, les gars, d'organisation, mais de scouting
pré-match. Parce que Ouais. là, tous, ils connaissent le système. Ils Ouais, l'ont mais tous lu. c'est organisation, ça marche aussi. C'est ce Non, que non, j'aime non, beaucoup, non. c'est que, en fait, tout n'est pas que sur Victor. La pression que met O'Neal sur Vassell, ça aussi, ça fait partie de. Faut mettre de la pression, faut forcer une passe difficile, et en plus, ça sera du 2 contre 1. Et c'est ça qui est fantastique, c'est on switch surtout, on a des profils à peu près similaires pour pouvoir switcher surtout sur Victor. On va le chercher, le contacter, on le prend à la hanche, on force des passes de merde et on gagne des ballons. Arthur? Tout à fait d'accord. Et puis ce qui est bien, c'est que ça montre beaucoup de concentration de la part des Suns, parce que clairement là, lorsqu'il y a le switch à la fin, lorsque Victor a la balle à 3-4 mètres du panier, en fait la défense elle vient hyper vite. On lui laisse pas le temps de prendre la balle, de la descendre et de se mettre dans une position préférentielle. Et puis on intercepte la balle tout simplement. Surtout que c'est au début de la seconde période. Donc ça veut dire aussi qu'à la mi-temps, il y a eu un focus, les gars, ils vont jouer ça, soyez prêts à défendre. C'est les trucs qu'on apprécie. On avance sur une deuxième action, toujours avec la défense des Suns, donc, et Victor Wembanyama. On y va tout de suite, on déroule. Cette fois-ci, on est retourné un petit peu en amont, on est dans le premier quart de ce match-là. Et on va suivre donc les retours de passe entre les joueurs des Spurs et une nouvelle prise à 2. Regardez comme c'est bien, très très bien joué. Ça finit avec un tir manqué de Stephen Castle. On retourne au début pour suivre cette attaque placée des Spurs, toujours Castle à la main, bien sûr. Et le but, c'est d'aller chercher Victor Wembanyama. Toujours en strict sur lui, c'est Josh Okogie cette fois-ci qui défend bien dessus. Toujours cette pression sur la balle pour que la passe soit la plus compliquée possible. Ça descend en bas. Ça, c'est un truc normalement qu'on ne fait pas, hein, disons-le. Normalement, la trappe vient de la ligne de fond. la ligne de fond, tout à fait. Mais là, c'est un choix. On est en NBA, le terrain est plus grand. C'est Victor Wembanyama. On arrive directement pour lui, pour défendre sur lui. C'était Nagel Isevitz, d'ailleurs, l'ancien du Fener. Ça, c'est bien joué de la part des Spurs. De retourner sur Victor Wembanyama une deuxième fois pour qu'il joue le 1 contre 1. Mais c'est encore mieux joué de la défense des Suns. Là, on se rend compte de l'organisation dont Aaron parlait. C'est-à-dire que c'est 2 fois la même action et 2 fois la même rotation. Keldon Johnson fait ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut là couper au sein de la raquette pour créer du mouvement. Il y a une bonne passe, mais il y a encore une meilleure défense. C'est anticipé. Il n'y a pas de tir ouvert. Ça, c'est un modèle. Hein. Franchement, c'est un modèle de défense. Hein. C'est un modèle parce que il donne la passe la plus longue et donc la plus simple à recouvrir pour la défense. Et tu as raison, quand ils remettent la balle à Victor, on voit comment ils sont organisés et disciplinés sur ces défenses. Des fois, le basket, il faut être un peu bête. Mais si tout le monde parle le même langage, comme c'est le cas là de ces Suns en défense, ben regarde, tu gagnes des ballons. Tiens, reviens sur la prise à 2. Ce qu'on dit dans le basket, normalement, c'est qu'on vient par derrière Toujours pour faire une prise à 2. La plupart du temps, effectivement, comme tu dis, la prise à 2 vient de la ligne de fond et notamment plutôt d'un intérieur, c'est ce qu'on pourrait se dire. Et le défenseur qui est sur Victor Wembanyama, il est censé orienter vers la ligne de fond. Là, on sait qu'il va être capable de pouvoir prendre de la vitesse. Souvent, c'est ce qu'on voit. Mais ça, c'est l'école, c'est un peu le truc de base. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je te dis. Écoutez pas, je le connais, mon gars, il écoutait pas. mais si, c'est j'écoutais 100% ce qu'il a dit. C'est d'habitude, on fait ça, et là, ils ont changé autre chose. Ils ont Pour moi, c'était organisé. Non, mais c'est. Tu parles. Dis-le. Mais ce que vous dites là, c'est l'aide côté ballon, on la fait pas et on oriente. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit une prise à 2. On parle vraiment de la prise à 2. Ah, ok. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si un mec qui descend comme ça et que l'autre, en fait, que le deuxième vient couvrir et que l'aide, la fameuse aide de l'aide, si elle est organisée, tu peux faire des aides comme ça. Bah, la preuve, c'est ce qu'il faut. Voilà. Très bien. Bon, ok, troisième action. On est d'accord. Bel échange. Très bien. Allez, troisième action, on y retourne parce qu'on s'est régalé de ces défenses. Là, on est beaucoup plus tard dans le match et c'est surtout Victor qui va prendre le tir. C'est ce qu'on n'a pas vu sur les 2 premières actions. Il reste 5 minutes dans ce game-là. On va dérouler comme d'hab jusqu'au bout l'action et le nouveau stop des Phoenix Suns qui nous ont pas habitués à ça l'année dernière. On en parlera bien sûr plus tard dans la saison. Toujours en strict sur Victor. Déjà, on l'enquiquine le plus possible. Toujours Stephen Castle aussi à la main. Cette fois-ci, c'est une attaque plus en dribble avec un pick and roll de Victor Wembanyama. On va suivre cette action. Toujours le jeu des switch aussi. On va surveiller ça. Russ O'Neal, switch. C'est Ryan Dunn, encore une fois, je crois, qui switch là-bas. Mark Williams, c'est un peu en goalkeeper, vous savez, un petit peu plus bas, pour contrer les actions s'il y a une pénétration. Toujours proche de Victor. Là, on part sur un dribble main gauche, et il y a Mark Williams qui est face à lui. Comme Victor est un joueur exceptionnel, l'avantage c'est qu'il peut tirer d'où il veut, mais c'est pas un tir simple en fait. Ils sont à 2, il est obligé de faire ce petit step back, c'est un tir qu'il peut mettre, soyons clairs, mais la défense des Suns lui a rendu ce tir le plus difficile possible, Arthur. Clairement, là, Mark Williams, ce qui est fort, c'est qu'il est très vite, très haut, il chaud, il sort vite pour pouvoir gêner et faire en sorte que Victor Wembanyama ne puisse pas prendre trop de vitesse, et en l'occurrence, ça fait un shoot qu'il est capable de pouvoir mettre, mais qui est tout de même plus difficile que s'il fait un dribble de plus et qu'il est juste en dessous du panier, donc bonne défense. Ce qu'on voit là sur les 3 attaques, c'est qu'en fait, il donne un truc à Victor, tu peux pas non plus. Peux pas. Oui, mais par contre, tout ce qu'il lui donne, c'est chaque fois la solution la plus dure. Après, le talent et le mauvais. Mais là, on voit que le mauvais soir de Victor, c'est pas juste, il était pas dans son soir. Ils lui ont rendu le match compliqué, donc
Ok, si tu nous bats ce soir-là, faut que tu sois grand. Il n'a pas été grand, il a perdu. Eh oui, 9 points, 4 sur 14 au tir. Hier, il est à 19 points, 5 sur 14 au tir de mémoire. Dernière action de cette petite palette où la prime est à la défense, n'est-ce pas? Comme dirait un vieil adage sur France Télé. On suit une première fois cette action et regardez à quel point la défense sur Victor est incroyable. Là, il y a de la concentration, mais aussi le côté physique qui entre en ligne de compte pour notre sport préféré. Toujours Stephen Castle. Et Victor Wembanyama, qui est bien serré, qui est sur un endroit un peu différent que sur les premières actions. On va le suivre, là il joue vraiment comme un pivot, voilà, vraiment il est en bas, en crash bas, et il va essayer de récupérer la balle. Sauf que la défense ne lui laisse pas faire. Regardez, on bataille, et regardez notre ami Gillespie, là, le rookie qui nous régale en ce début de saison, qui donne une sur-aide limite quelque part. À ce moment-là, on peut imaginer que le défenseur Josh Okogie aille à l'aide, mais non, on reste focus sur Victor, on pousse avec les fesses. Quand vous êtes petit et qu'il y a un grand, c'est ce qu'il faut faire, centre de gravité bas, vous lui rentrez dedans, ça apporte toujours du bon. Il n'a pas touché la balle alors que c'est lui qui l'a demandé. C'est quand même assez étonnant, d'habitude il arrive toujours à avoir la balle. Mais là, ils lui mettent des mecs, tu vois, regarde les latitudes d'Okogie, il est fléchi, il le prend à la hanche. Et on sait, mais depuis les Mets, on sait on se souvient le début de saison des Mets, il était chaque fois en bugne à bugne avec les pivots, il les détruisait. Et à un moment donné, il y a eu une période un petit peu plus compliquée. On se souvient des matchs à 30 points, là, tu sais, la série. Bien sûr, les 10 premiers matchs. Et après, ils ont commencé à changer, à lui mettre des mecs plus petits, mais plus gaillards. On se souvient de Yves Ponce, qui était à l'époque, Charles Cahudi notamment. Donc, c'est ces profils-là qui l'enquiquinent un peu plus. Et c'est toujours la même chose. En NBA, moi, je vois qu'ils mettent des 5 où tout le monde peut changer et tout le monde peut lui rentrer dedans à la hanche. Ouais, non. Complètement d'accord. Et puis là, clairement, les Suns, ils ont fait le choix. On le bloque. Par contre, on laisse la ligne à 3 points grande ouverte. Mettez dedans, sanctionnez-nous pour qu'on puisse s'adapter. En l'occurrence, il n'y a pas eu le cas. Donc, bravo à Phoenix. Hier, après le match contre les Lakers, donc on l'a lu tout à l'heure dans les news, il parle du fait qu'il y ait beaucoup de prises à deux, que les défenses NBA n'ont jamais été aussi agressives et aussi rapides. Parce qu'on le dit très souvent entre nous, les équipes NBA sont pas prêtes. Mais défensivement, elles vont monter en puissance. Là, on est au tout début. Dans 1 mois, dans 2 mois, t'es scouté différemment, t'es défendu différemment. Il va avoir un nombre de prises à deux sur les premières attrapées et jouer. Il va falloir que lui aussi, dans son QI basket, on aime bien parler de attraper et jouer. Comme c'est un cérébral et comme c'est un gars qui est vraiment en avance, il y a toujours l'impression qu'il a le temps. Mais les grands joueurs, ils jouent aussi à l'instinct. Je joue direct, je croise, je vais chercher des fautes, etc., etc. Je suis dans mes espaces. Là, ça fait 2 matchs qu'il est en galère. On verra si contre qui déjà? Attends, il joue contre les Pelicans dans un back-to-back, c'est le 2e match. Il joue contre Houston. Il joue contre Houston demain soir. Donc, à voir comment il va réagir. Ça va être intéressant, le match face à Houston, face à des grands. Il y a des grands, il y a de tout. Houston, Pelicans, et après ils vont à Chicago et ils jouent 2 fois Golden State. Voilà, là les 5 matchs, là, bel échantillon. Moi, j'ai envie de voir Draymond Green. Ouais, Draymond Green, bien sûr, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mais comme tous les matchs de victoire, c'est toujours très intéressant de voir notre Frenchie en NBA. On a fait le tour. J'espère qu'Arthur, t'es prêt, parce que je ne pense qu'à ça depuis le début. C'est le quiz, et j'ose espérer que Tom Servino n'a pas eu l'outrecuidance de ne pas préparer un Kelfac. Il est bon. Le quiz tout de suite. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et qui dit tuture, dit évidemment énumération sur lesquels fac. Oui. On est bouillant? Oui. On est chaud. T'es bouillant, tuture? Chaud. Seulement s'il y a une petite imitation avant de partir. C'est vrai? Un truc en plus, Tom est très très bon en créole. Non, je sais faire que Shrek, malheureusement. Tu sais faire Shrek? Ouais. Vas-y alors. L'âne, faut le col, mon marécage, l'âne. C'est Jacques Monclar, ça. J'aurais jamais connu Shrek, gros. C'est Shrek, ça? C'est un mec qui a du mal à la gorge. Bah oui. C'est Après, qui monte du Murphy. C'est un Chabat en plus, Shrek, non? Ouais. Bon, bah alors, c'est C'est pas du tout ça, il parle pas du tout comme ça. Non, mais fais-le. Ben non, mais je sais pas le faire. Oh, ça va. Mickey. Pour Orlando. On part sur lequel fac? C'est vrai que Mickey le fait bien. Et je vous cache pas Mickey, que... c'est le truc le plus facile à faire, Mickey. Ouais, mais il Arrête, tient bien pour le coup. Allez, lance le quiz. Tu vois. Moi, ceux qui m'impressionnent, c'est ceux qui font Donald. Ça, c'est exceptionnel. Donc pas ça. C'est n'importe quoi. Parce qu'il parle. Ouais, mais ce qu'il parle, c'est ça le truc. Bon, on fait lequel fac? C'est ça, Donald. Voilà. Oui. C'est une basse-cour, le bordel. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, j'ai 17 noms, ça doit aller vite. 17 non, noms. la vache. Ouais, mais ça va toujours très vite, on s'en rend pas C'est vrai, compte. c'est vrai. Quelle est la fac de Jaylen Brown? Californien. Berkeley, putain, Californien, bravo. Scotty Barnes? Florida State. Non, Florida State, putain. Un partout. Maxime Reynaud? Stanford. Ouais. Ben oui. Ah, je m'y attendais pas, putain. 2-1. Michael Carter-Williams? Syracuse. Ouais, 2-1-1. Michael Finlay? Arkansas. Wisconsin. Wisconsin. Ah, Wisconsin. 2-2-1. Et ça part bien. Nasrid?
Je l'ai pas. Louisiana. LSU. LSU. Ouais, c'est bon, Nanterre. Non, elle est sûre. Et Julius Randle. Kentucky. Et 3-3-1. Tyreek Evans. Je l'ai. Villanova. Non, Memphis. Memphis, il prend putain. l'avantage. Bravo, je savais pas. Zach Lavine. UCLA. Non, c'est lui qui dit. Personne. Tu bugs, il passe devant, non? Bah oui, t'as pas attends, dit bien UCL, sûr. vas-y, Non, j'ai dit mais je suis UCL, pas sûr que t'aies dit je UCL. prends deux Je crois qu'il a dit UCL. Vas-y. UCL. Je prends. Plus 2. Kobe White. UNC. Non, North Carolina. Bah oui, il y a aussi. C'est bon. Il y a 5 ans, j'aurais dit oui à Erwan. C'est vrai que t'as progressé. Paul Millsap. Xavier. Non, ça, c'est- Non, c'est pas loin. Qui ça? C'est pas loin. Louisiana Tech. Louisiana Tech. Ah, Bravo. Eh oui. Jamal Mashburn. Kentucky. Oui, bien, tu reprends plus 2. Kyle Anderson. UCLA. On y revient. Oui, bien mais sûr, oui. bravo. Plus 1, il en reste 4. Chandler Parsons. Florida. Oui, Bravo. plus Ça 2. lui fait du bien. Tellement. Plus 2, il en reste 3. Rip Hamilton. Connecticut. Ouais. Oui, Et Erwan. il en reste 2 pour le fun. Alan Houston. Tennessee. Eh oui. Il a mis des New-Yorkais en fin de quiz. Il a mis des New-Yorkais. Les New Yorkais, il a commencé à Détroit et tout. arrête. c'est Et bon. Luke Cornet. Oh, Luc Cornet. Boston College. C'est Vanderbilt. Ah ouais, ok. Bravo. Bravo, Erwan, bravo. Il était un peu stressé Ouais, avant ouais, le quiz, ouais, donc ouais. bravo. Un peu stressé, gros. Fait une semaine, il en parle, le mec. Je vous dis un truc, Sigil, qui suis-je? Aïe, aïe, aïe. Je finis en Marcel, l'émission. Allez, et ben on se lance tout de Comme je l'ai suite commencé. dans le qui suis-je. Allez, concentration. Je vous rappelle que pour l'instant, Thomas en a eu un, Thomas Larocchi en a eu un. Tout à fait. Je suis né le 25 mars 1986. Aïe, aïe, aïe. J'ai donc 39 ans et on ne m'a plus vu sur un parquet NBA depuis 2020, époque Covid. Mais, commençons par le commencement. Je vous raconterai mes années plus jeunes après. Sachez juste que je me présente à la draft 2007. Et je suis appelé par les Warriors. Lors de ma saison rookie, je ne jouerai que 33 matchs durant la saison et surtout à peine plus de 7 minutes par match. Lors de ma saison sophomore, j'augmente bien mes stats en passant à 21 minutes de moyenne et presque 9 points. Du haut de mon mètre 96, je joue poste 2. Azubuke. En backup de Monta Ellis. À l'été 2009, je connais mon premier trade et je quitte le soleil de la Californie pour le froid du Canada et de Toronto. Une saison pour 66 matchs et 17 minutes de temps de jeu. 7 points de moyenne en peu de minutes. Rapidement, par contre, on comprend que mon shoot est mon arme principale Tony Moreau. pour exister dans la ligue. Kepono, Jason Kepono. Non, et j'ai aussi un côté très clutch. Après les Warriors et les Raptors, me voilà tradé en 2010 vers New Orleans, à l'époque qui sont encore les Hornets. Lucille. Pour la première fois de ma carrière, je deviens titulaire et je passe la barre des 10 points de moyenne. L'association avec Chris Paul se passe bien, au point où on atteint les playoffs en 2011, éliminé par les Lakers au premier tour. La saison suivante, rebelote. Je monte presque à 12 points de moyenne, mais le départ de CP3... C'est pas Collison, ça, Darren? Non. Ouais, j'enchaîne, désolé les mecs, j'enchaîne. Mais le J'enchaîne. départ de Chris Paul, remplacé par Jared Jack, met un coup au niveau de l'équipe qui termine bonne dernière. À l'été 2012, je signe donc chez les Chicago Bulls. Et je suis installé backup de Rip Hamilton pour sa dernière saison dans la ligue. Et c'est lors des playoffs 2013 que je vais beaucoup me montrer. Lors de la série face aux Nets, qui ira jusqu'au 7e match, je serai meilleur scoreur du Game 6 avec 22 points, puis co-meilleur scoreur du Game 7 avec Joachim Noah en plantant 24 points et en allant chercher ma première qualification au deuxième tour des playoffs. CJ Watson. Non. Derrière, on perdra contre le Heat des Heatles. Nous arrivons en 2013 et la franchise dont on se souvient le plus de moi puisque je vais signer aux Spurs. Eh oui, nous arrivons en 2013. Gary Neal. Non. J'ai cru. Dans un gros rôle en sortie de banc, j'irai chercher mon premier titre NBA. En 2014, je serai d'ailleurs le premier joueur de ma nationalité à obtenir ce titre. Je sais. Ah. Hein Non, pas. Aux Spurs avec le numéro 3, je jouerai 3 saisons. Mais oui. De Bellinelli. Benny, ça part là. Je l'ai dit. Je l'ai dit. T'as dit Benny. Non, mais avec ton culture, excuse-moi. Pour le coup, t'as dit Benny Hill, frère. Non, Ouais, j'ai On lui entendu donne, un on lui Hill. donne. Attends, Benny Hill. Bravo, le début de culture. carrière, j'étais tellement En fait, maintenant qu'il me le dit, grave. Bah oui, il est dur. Il est dur quand je sais pas qu'il est sale. Bravo Arthur, tu sais ce qui est bien, c'est que c'est enregistré et tu verras que le Comme Luciel. Ouais, mais Attends, c'est est-ce pas que- pareil, c'est un qui suis-je, frère. Est-ce que on peut le mettre au ralenti tout de suite? Oui. Ah, c'est qui? Hein
Ouais, c'est vraiment abusé. Hein. C'est vraiment abusé, gros. C'est vraiment abusé. T'as entendu? C'est un AVC. Bah oui. Ouais, la magie du montage, Arthur. Non mais attends, mais ça se trouve, il a Il connaît pas le métier. On va le remettre, on va le remettre en post-montage, merci. Il connaît pas le métier. Il y a un truc qui s'appelle la post-production. Vas-y, parle. Je pensais qu'il avait entendu. Donc en fait, bon, c'est Arthur qui a gagné. Erwan, il l'avait. Ok, Mlinini. Alors, Est-ce que tu l'avais eu sans Arthur? j'allais Moi, c'est quand l'avoir. t'as dit premier joueur nation étrangère. Après, il a dit vraiment 2 ou 3 secondes avant Erwan, mais. Ah, il a dit avant. Mais Blinini, je connais pas le joueur. Je connais Marco Bellini. Marco. Blinini. Bravo pour Blinini. Qui est passé Bravo, par la ouais, Virtus bravo, avant. Erwan. Ça vous aurait aidé ça. Bon, j'ai toujours pas de qui suis-je. Mais Non, honnêtement, toujours pas. tu veux que je vois, je m'en fous, je voulais lequel fac à tout Oui, prix. t'as raison. T'as raison. Moi, Comme j'aurais préféré un On échange, quoi. comme un bon supporter de l'OM, il se contente de très peu. Il a raison. Quel Bravo. rapport, tu Eh, peux- belle frappe à la volante. Il y a main ou il y a pas main, Erwan? Il y a main de T'as ouf, on célébré un peu s'est fait voler, Nino. Quel Quel scandale. frappe. C'est un Quelle scandale. frappe. Bon match de merde. Hein. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je devais finir en Marseille, j'ai trouvé le qui suit, ce sera pas le cas. Beau Marseille en début d'émission. Ah oui. On se retrouve lundi pour le Big Monday comme d'habitude, la libre antenne dès 20h jusqu'à 22h. Et puis le match entre Victor Wembanyama et Joel Embiid, 70 points pour Embiid, 33 pour Victor dans le NBA Classic Game. Merci Tutur, Merci, les tu gars. nous avais manqué. Ouais. Reviens plus souvent. Bravo à Tom, bravo à Léo et toutes ses équipes en régie. Bravo à Jérémy, bravo à tout le monde, à Chris Roche, à Imen. Bravo Attends. à- Chris Roche, il à veut pas Yacine. sortir en 3e nom, alors qu'il y a des gens qui travaillent vraiment pour nous. Moi, il travaille pour moi. Christophe C'est ça que je sais Roche. pas. C'est lui là en tailleur là-bas? Ouais. Qu'est-ce qu'il est venu faire lui aujourd'hui C'est d'ailleurs? Allez. notre agent de cœur. Voilà, allez. On se retrouve lundi, les amis. Ciao, ciao.